La Commission électorale nationale indépendante fait preuve de la transparence en publiant la liste provisoire des électeurs et la cartographie du bureau de vote. Voilà ce qu'a déclaré Monseigneur Donancien Cholet, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo, au terme d'un entretien avec le président de la centrale électorale congolaise ce jeudi 16 novembre 2023, cabinet de travail. À cette occasion, Denis Kadima a remis la classe électorale à Monseigneur Cholet qui a conduit une délégation de la mission d'observation électorale conjointe. Et puis, 938 millions de dollars américains, c'est la somme que le Fonds monétaire international vient de prêter au Kenya qui fait face à des difficultés économiques. Ce fonds est destiné à aider l'économie kenyane à surmonter ces difficultés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé ce jeudi 16 novembre avec Monseigneur Donancien Cholet et le révérend Éric Nsenga, représentant la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. La publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie de bureaux de vote ont constitué le point d'orgue des échanges. C'était l'occasion aussi pour le président de la CENI de leur remettre un exemplaire de l'atlas électoral. Au terme de leur échange, Monseigneur Donancien Cholet a noté la volonté et la transparence de la CENI à travers la publication, mais aussi c'est dû réassurer et d'apprendre certaines informations de la part du numéro 1 de la CENI. Je vous propose de les suivre. Par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadima et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté et la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique, il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos les dossiers, doute sur le fichier électoral. Et vous savez que le fichier est perfectible. Jusqu'à peut-être quelques jours, on aura vraiment un fichier définitif. Donc, comme observateur, nous le savons et quand nous nous prononçons, on en tient aussi compte. Restons toujours dans ces chapitres des élections. En Ituri, l'administrateur policier du territoire de Djougou a sensibilisé ses administrés sur l'attitude à adopter pendant la période de la campagne électorale qui démarre les dimanches 19 novembre 2023. Il les a invités à prôner la tolérance électorale pendant cette période. Le commissaire supérieur principal a dit lors de l'installation du chef de secteur de Walendu Tati. Suivez cet élément.
Poursuivant sa mission d'installation de chef de secteur récemment nommé par le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières le 25 juillet 2023 en territoire de Djougou, l'administrateur de ce territoire, le commissaire supérieur principal, Rifin Mapela, a procédé ce mardi 14 novembre courant à Masumbuku à l'installation du chef de secteur de Walendu Tati. C'était en présence d'une foule venue pour la circonstance ainsi que des autorités traditionnelles environnantes. L'objectif principal est de régulariser leur situation administrative. C'était une occasion pour le numéro 1 du territoire de Djougou de rappeler à la population locale l'observance d'un comportement de tolérance lors de la campagne électorale qui débute ce dimanche 19 novembre. Nous allons bientôt affronter une période, cette période qui est très capitale. Ça sera pour ce 19. C'est le lancement des campagnes officielles à travers la République démocratique du Congo, la province de l'Ituri et les territoires de Vous devez laisser les candidats de circuler librement pour battre les campagnes. Nous ne voulons pas avoir des députés des communautés. Nous voulons que vous puissiez arriver à faire votre choix. Écoutez les programmes des candidats députés et voir à qui placer la confiance pour que vous puissiez le faire. Le chef de secteur de Walendu Tati, Joël Mandé, a sollicité de son côté l'implication de tout un chacun pour la bonne conduite de cette entité administrative afin de relever son défi de développement. Que nous soyons serrés, là où je n'avais pas pu faire correctement, qu'il soit avec moi et à bonne collaboration pour continuer encore à faire le plus mieux cette fois-ci. Cette installation intervient après celle de Djati et de Walendu Piti. La dernière étape, c'est le secteur de Banyali Kilo qui interviendra incessamment. Ceci confirme la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant général Lubuyanka Shomodjouni. Clap de fin de la conférence annuelle du FONER, le cap est mis sur l'avenir de cet établissement public qui ambitionne déjà de passer de fonds de deuxième génération à un fonds de troisième génération. Une mutation technique que le directeur général du FONER, Pierre Bunduki, explique. Il est au micro de Patrick Ilunga et Giscard Ntamba. Je dirais, comme disent certaines personnes, les faits précèdent les droits. Le FONER, en fait, n'a dans sa mission que l'entretien. Les textes qui régissent le FONER aujourd'hui disent que la partie réhabilitation et construction sort du champ du FONER. Dans la pratique, ce n'est pas ce qui s'est fait. Dans la pratique, le FONER finance aussi bien l'entretien que quelques travaux de réhabilitation. Il faut d'abord nous mettre en conformité les textes et la pratique du FONER. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, les autorités veulent que le FONER finance la réhabilitation. La migration signifie simplement que le FONER passe d'un organisme où il ne finance que l'entretien vers un organisme qui financera l'entretien et les travaux. Mais il y a des conditions aussi pour faire ce passage. Un, il faut adapter les textes du FONER. Et deux, il faut aussi encadrer ça, parce que nous aurons, dans la migration, on aura ce qu'on appelle deux guichets. Il y a un guichet qui va s'occuper de l'entretien et l'autre guichet qui va s'occuper des investissements. Mais il y a un risque. Et ça aussi, nous allons discuter avec nos partenaires extérieurs, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il y a un risque parce que les gens ont plus tendance à faire les investissements que l'entretien. Alors, si on ouvre un guichet investissement, on va encore augmenter les réseaux des routiers de la RDC. Il faut s'assurer qu'on fasse l'entretien. Donc les réflexions tournent autour du fait comment le FONER va collecter les fonds. Est-ce qu'on va rester avec les mêmes ressources actuelles ou devons-nous réfléchir à de nouveaux actes générateurs pour augmenter le budget, parce qu'aujourd'hui le budget du FONER se situe entre 150 et 160 millions l'année. Est-ce qu'avec ça on peut faire et l'entretien et la réhabilitation? Si on doit faire l'entretien, quelle est la quantité réservée à l'entretien, quelle est la quantité réservée aux investissements? Et si on doit trouver de nouveaux actes, quel est le potentiel de ces actes-là? C'est pour amener les budgets du FONER à combien? C'est ça la réflexion que nous avons autour de la migration, mais elle est déjà presque achevée. Donc l'année prochaine, à début, nous allons présenter à notre conseil d'administration et à la tutelle les instruments juridiques pour concrétiser cette migration.
candidats à la magistrature éprouvent d'énormes difficultés dans la constitution de leur dossier. Ils ont fait part de leur inquiétude au président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta. Au terme de leur échange, le président de la Haute Cour les a assuré de trouver une solution à ces problèmes. Patience Lokeke. Les collectifs des candidats de magistrats proposés à la nomination en 2024 étaient reçus ce mercredi dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta. Pendant près d'une heure, ces futurs magistrats ont échangé avec leur président sur certaines inquiétudes dans la constitution de leur dossier, selon l'esprit du communiqué relatif à l'identification physique des candidats magistrats retenus pour l'année 2024. Rendu public le 7 novembre dernier. Dieudonné Kamouleta les a appelés à se préparer conséquemment quant à ces. J'ai entendu dans ce que vous avez appelé inquiétude des points qui ne devraient même pas poser de problème pour vous parce que nous sommes déjà passés par le contrôle. Vous avez vu ce qui a été fait. Vous devriez déjà vous préparer en conséquence. Ceux de 2023 pouvaient avoir ces difficultés-là parce que ce sont eux qui ont commencé. Vous avez vu comment nous avons traité ces dossiers-là. Est-ce que ça peut encore être un problème pour vous? Nous avons réclamé des diplômes. Cela est passé par les facteurs temps, mais pas vous. Vous avez eu une année de plus pour vous préparer. Il ne faut pas attendre qu'on communique pour dire on cherche. Non, pendant une année. C'est vraiment que vous ne pouviez pas avoir ces documents-là. En vous entendant parler, vous avez parlé des certificats de nationalité. Ils ont commandé. Un certificat de nationalité, ça se commande où? Pour avoir la certitude. Le diplôme d'État, j'avais expliqué l'année passée, c'est pour avoir non pas seulement l'âge, nous tiendrons compte de l'âge qui est sur le diplôme d'État. Donc l'année de naissance qui est sur le diplôme d'État. Et des deux, ça nous permet aussi de voir si réellement vous aviez obtenu la clé pour commencer le cursus universitaire. Tous les diplômes qu'on nous a présentés l'année passée ont été vérifiés et malheureusement nous avons trouvé qu'il y avait certains diplômes d'État non reconnus par l'État. Très satisfaits après ces échanges, les nouveaux magistrats se disent être marqués par sa courtoisie. Nous sommes déjà heureux et honorés d'être reçus ce jour par les présidents de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est vrai, il y avait des inquiétudes dans nos têtes. Et je vous rassurer que nous sortons de cette salle satisfaits de toutes nos préoccupations. Nous le remercions très sincèrement. C'est dans la convivialité que cette rencontre a pris fin. Rendez-vous fixé pour 2024. État des lieux sur le fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. C'est le thème de la 10e session de la conférence de gouverneurs lancée ce mercredi par le chef de l'État. Plusieurs gouverneurs ont défilé pour donner leur avis concernant le fonctionnement de leur entité. Une recommandation a été formulée pour plus de représentation des entités territoriales décentralisées. Suivez cet élément de la présidence. La République démocratique du Congo, dans sa profondeur et du haut de ses 2 345 409 km², était valablement représentée dans ce mythique salle des congrès du Palais de la Nation. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Tous ont répondu présents à ce sacré rendez-vous annuel. Après Mbandaka dans la province de l'Équateur l'année dernière, la 10e conférence des gouverneurs s'ouvre ce jour à Kinshasa, la capitale. Cette conférence est la 4e et la dernière du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était tout indiquée pour évaluer l'efficacité des stratégies visant à assurer un fonctionnement harmonieux entre l'exécutif national et les provinces. Dans un mémorandum lu devant le président de la République, les gouverneurs des provinces réclament plus d'autonomie et des moyens de leur politique. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central
dans les matières relevant de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Mai-Ndombe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. L'heure étant au bilan, les chefs des exécutifs provinciaux ont été mis devant leurs responsabilités quant à l'exécution des différents programmes de développement à la base engagés par la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sa qualité de garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a émis quelques inquiétudes quant à l'exécution des recommandations issues des 2 dernières conférences. Face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. En sport, le Léopard de la République démocratique du Congo ont débuté en fanfare les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en battant le Mourabitoun de la Mauritanie sur la marque de 2-0. Lors de la première journée, c'est mercredi 15 septembre 2023 au stade de Martyrs. Blessé Kozola était là, nous fait le point. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu le Mourabitoun de la Mauritanie 2-0 ce mercredi 15 novembre 2023 au stade de Martyrs en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. Presque rien à se mettre sous la dent à première période, c'est à la 54e minute que la rencontre connaîtra son tournant avec l'entrée en jeu de Théo Bongonda à la place de Mecha Kelia. Coaching payant puisque le NBA offensif congolais va se mettre en évidence en offrant une passe décisive à Yohan Wissa pour l'ouverture du score de Congolais à la 63e minute de jeu. C'est lui qu'on surnomme affectueusement Théo Messi va marquer le but du break à la 81e minute sur une passe décisive du gardien de but Lionel Passy. En conférence de presse d'après-match, les deux sélectionneurs s'y sont exprimés. C'est une équipe en reconstruction et puis Sébastien fait du bon travail ici et je suis content pour lui qu'il a redynamisé un petit peu cette sélection. On sait que le Congo, c'est une équipe de qualité, avec de bonnes individualités. Et voilà, pour moi, ça fait partie d'une sélection du top 5 africaine. Voilà, c'est bien pour sa part d'avoir fait de belles choses et je pense qu'il va continuer à ramener de bons joueurs parce que vous avez beaucoup de qualité. C'est vrai qu'en termes de population et aussi en termes de qualité de joueurs, au niveau, entre guillemets, dans le monde, voilà, vous êtes bien lotis et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. De leur performance, comme je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe sur le plan défensif. On avait changé la défense, il y avait quelques blessés. La réalité, c'est que sur les 7 derniers matchs, on a pris 2 buts, dont un penalty en dernière minute contre la Nouvelle-Zélande. Donc on est quand même assez solide. On part avec un clean sheet. Aujourd'hui, j'allais dire que la victoire est méritée et logique
l'ensemble du match, mais ça reste un match à domicile contre la Mauritanie qu'on se devait de gagner. On n'a rien fait d'exceptionnel, mais c'est vrai que ça nous lance bien dans la campagne. Et maintenant, faut bien récupérer. Signalons que cette rencontre a connu la participation du premier citoyen du pays, le président de la République Félix Tshisekedi, qui a personnellement félicité les Léopards et leur a promis une prime présidentielle. Le fauve congolais tenteront de battre le crocodile du Nil du Soudan le dimanche 19 novembre prochain en Libye pour espérer amasser le plus de points possible. Le poulain de Sébastien Desabre entame avec succès cette campagne et prennent provisoirement la tête du groupe B avec 3 points. Le Sénégal, concurrent direct de la RDC, va recevoir le Soudan du Sud ce samedi 18 novembre 2023 à Dakar. L'information cite aussi au-delà des frontières de la RDC, place à la page internationale. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, au Cameroun, a reçu une délégation de l'Association parlementaire Canada-Afrique à Yaoundé. La mission parlementaire canadienne était conduite par la sénatrice Amina Jarba, d'origine camerounaise. Le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne en termes de flux d'étudiants étrangers dans l'université canadienne. Suivez cet élément d'Africa News. Africa 24. À 61 ans de relations bilatérales en 2023, le Cameroun et le Canada envisagent de renforcer leurs liens diplomatiques. C'est dans ce contexte qu'une délégation de l'Association parlementaire Canada-Afrique, conduite par la sénatrice Amina Jarba, a été reçue le 13 novembre 2023 à Yaoundé. L'audience accordée par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, a été la deuxième du genre. L'Association parlementaire Canada-Afrique est au Cameroun pour sa deuxième visite et c'était important de rencontrer le ministre avec lequel nous avons eu beaucoup d'échanges sur la coopération, les enjeux qui concernent nos deux patries. Le Cameroun et le Canada partagent une grande proximité alphabétique lors des forats mondiaux. Ces deux pays ont en commun l'usage du français et de l'anglais comme langues officielles. Une convergence que les deux pays mettent au service de l'autonomisation de la femme, l'inclusion financière, l'aviation civile et l'éducation. Le Cameroun est le deuxième pays d'origine des étudiants étrangers en provenance de l'Afrique subsaharienne, soit plus de 2000 apprenants en 2020. Ce sont des relations qui datent depuis 61 ans aujourd'hui et nous sommes très heureux et je suis particulièrement privilégiée d'être ici aujourd'hui en tant que première sénatrice canadienne d'origine camerounaise. La coopération entre le Cameroun et le Canada date de 1962, soit 2 ans après l'accession à l'indépendance du pays d'Afrique centrale. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à près de 99 millions de dollars en 2021. Les exportations de marchandises canadiennes vers le Cameroun ont atteint plus de 87 millions de dollars et les importations canadiennes en provenance du Cameroun à près de 12 millions de dollars au cours de la même période. Comme annoncé dans le sommaire, le Fonds monétaire international a annoncé ce jeudi 16 novembre 2023 un accord trouvé pour le prêt de 938 millions de dollars américains pour le Kenya, pays d'Afrique de l'Est confronté à des problèmes de liquidité et à des difficultés économiques. Locomotive d'Afrique de l'Est, l'économie kenyane a été sérieusement ébranlée par le Covid-19, puis l'onde de choc de la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la corne de l'Afrique. Suivez cet élément. Le Fonds monétaire international, FMI, a annoncé ce jeudi 16 novembre 2023 avoir trouvé un accord pour un prêt de 938 millions de dollars
environ 864 millions d'euros pour le Kenya, pays d'Afrique de l'Est confronté à des problèmes de liquidité et à des difficultés économiques. Locomotive d'Afrique de l'Est, l'économie kenyane a été sérieusement ébranlée par le Covid-19, puis l'onde de choc de la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique. La dette publique du pays, de quelques 53 millions d'habitants, s'élevait à plus de 10 100 milliards de shillings, environ 64,4 milliards d'euros fin juin, selon le chiffre du Trésor, soit environ 2/3 du produit intérieur brut. Le Kenya est soumis à une pression sur ses liquidités, principalement en raison de l'importante euro-obligation arrivant à échéance en juin 2024 d'un montant de 2 milliards de dollars selon le FMI, qui note notamment cependant une reprise dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme. William Ruto, le président kenyan, a annoncé que le pays rembourserait en décembre une première tranche d'une valeur de 300 millions de dollars. Cet accord doit être validé par le conseil d'administration du FMI qui s'est réuni en janvier. S'il est approuvé, le Kenya aura immédiatement accès à 682 millions de dollars selon l'institution financière. Si l'inflation a ralenti, plus ou moins 69,9% sur un an en octobre, le prix de l'essence, des denrées alimentaires de base et de l'énergie reste élevé. Le coût du service de la dette publique, principalement vis-à-vis de la Chine, a fortement augmenté avec l'effondrement de la monnaie. Pour tenter de réduire sa dette, le gouvernement du président William Ruto a préparé un budget très impopulaire au sein de la population et qui a engendré des manifestations parfois violentes, comprenant de nombreuses nouvelles taxes censées rapporter 289 milliards de shillings, soit 2 millions d'euros, pour abonder le budget de 3600 milliards de shillings, soit 24 milliards d'euros prévus pour 2023-2024. Ce journal touche à sa fin, mais voici le rappel de titre. La Commission électorale nationale indépendante a fait preuve de transparence en publiant la liste provisoire des électeurs et la cartographie de bureaux de vote. Voilà ce qu'a déclaré Monseigneur Donancien Cholet, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo, au terme d'un entretien avec le président de la centrale électorale congolaise ce jeudi 16 novembre 2023 en son cabinet de travail. À cette occasion, Denis Kadima a remis l'atlas électoral à Monseigneur Cholet qui a conduit une délégation de la mission d'observation électorale conjointe. Et puis, 938 millions de dollars américains, c'est la somme que le Fonds monétaire international vient de prêter au Kenya qui fait face à des difficultés économiques. Ce fonds est destiné à aider l'économie kenyane à surmonter ces difficultés. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Après, vous suivrez à 21h l'émission Schéma Critique qui vous sera présentée par Willy Kalengai.